barrières à l'accès aux services et aux soins de santé de qualité. Honorables députés nationaux et sénateurs, cette année, notre pays a eu le privilège d'assumer la présidence tournante de l'Union africaine. Dans mon discours d'acceptation, j'avais annoncé mon intention de mettre l'Union africaine au service des peuples africains. Cette formulation m'avait paru conforme au thème général retenu pour l'exercice 2021, à savoir art, culture et patrimoine, levier pour construire l'Afrique que nous voulons. Les arts et la culture sont en effet l'expression de la créativité de nos peuples. Au moment où ce mandat tend vers sa fin, je peux dire ma fierté d'avoir contribué à mettre l'Union africaine au service des peuples. J'ai mis au centre de mon action les questions liées à l'albinisme, à l'égalité des sexes, les violations faites aux femmes et aux filles, la lutte contre le changement climatique et la protection des communautés locales et peuples autochtones. C'est dans ce cadre qu'il faut situer la mobilisation des pays africains autour du prochain colloque international sur la reconstitution des biens culturels et la renaissance africaine. La tenue de la conférence de Kinshasa sur l'égalité des sexes en Afrique et l'adoption de la déclaration de Kinshasa sur l'égalité des sexes. La conférence de Kinshasa sur la masculinité positive et l'adoption de la déclaration de l'Union africaine pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Et enfin, l'organisation du colloque panafricain de Kinshasa sous le thème « Solidarité africaine pour une Afrique en faveur des personnes atteintes d'albinisme ». Au cours de cette année 2021, j'ai également porté la voix de l'Afrique au niveau international, surtout dans le contexte de Covid-19, pour réclamer au profit du continent les meilleures conditions de lutte contre la pandémie et la relance de nos économies nationales. À cet effet, lors du sommet de Paris sur le financement des économies africaines en mai 2021, j'ai plaidé pour plus de moyens financiers en faveur de l'Afrique et pour la poursuite et le renforcement des mécanismes mis en place pour soulager les pays africains tombés dans des situations de surendettement à cause des effets de la pandémie. Au sommet du G20 à Rome, au nom de l'Afrique, j'ai appelé les pays participants à concrétiser leurs engagements en faveur de la préservation des forêts du bassin du Congo à travers des financements conséquents. Dans le domaine sanitaire, j'ai soutenu la campagne en faveur de l'opérationnalisation de l'Agence africaine de médicaments et, dans le cadre de la lutte contre la Covid, j'ai porté l'ambition de l'Afrique à produire les vaccins sur le continent. Par ailleurs, j'ai réclamé, dans le cadre de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, 4 sièges pour l'Afrique, dont 2 non permanents et 2 autres membres permanents. Toujours sur le plan continental, j'ai été à l'avant-plan de nombreuses initiatives de préservation de la paix. Plus particulièrement, j'avais, dès le début de mon mandat, pris à bras le corps la problématique du différend qui oppose depuis plusieurs années l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan autour du problème du grand barrage éthiopien de la Renaissance. Ces efforts ont permis de créer une dynamique de dialogue permanent. La tenue à Kinshasa en avril 2021 de la première conférence ministérielle sur ce conflit a été un moment clé de cette dynamique. La présidence de l'Union africaine était l'occasion pour la République démocratique du Congo de retrouver sa place dans les instances internationales. En effet,
Depuis des décennies, il n'y avait aucune politique nationale pour positionner ces nombreux experts au sein d'organisations internationales, ce qui était incompréhensible. J'ai donc décidé de changer cet état de fait et je suis heureux qu'au cours de cette année, un compatriote a été élu président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et un autre membre de la Commission du droit international des Nations Unies. De plus, une Congolaise a été nommée au poste de directrice des ressources humaines de la Commission de l'Union africaine. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, depuis mon arrivée au pouvoir, j'ai fait du retour de la République démocratique du Congo sur la scène internationale l'une de mes priorités, avec un objectif clair, celui d'ouvrir notre pays au monde et de briser son isolement diplomatique. La réintégration de notre pays dans le concert des nations est ainsi devenue une réalité. En effet, le nombre de pays qui ont accrédité leurs ambassadeurs en République démocratique du Congo ne cesse de croître, avec l'enregistrement tout récemment des demandes de l'Australie, de l'Indonésie et d'autres pays ayant des ambassadeurs non résidents soucieux de voir leurs ambassades s'ouvrir à Kinshasa. Sur le plan régional, nos énergies ont été déployées pour maintenir une politique de bon voisinage avec nos 9 voisins. Ainsi, nous avons intensifié les contacts sur le plan bilatéral avec notamment le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda. Pour redynamiser les relations avec nos partenaires, d'une part, j'ai nommé de nouveaux ambassadeurs en Belgique, en France, en Chine et en Côte d'Ivoire. Et d'autre part, j'ai désigné nos représentants permanents auprès des Nations Unies à New York et à Genève. Enfin, j'ai demandé au gouvernement de veiller à la mise en place des réformes au sein de l'appareil diplomatique national et d'entamer le processus de la prise en charge adéquate de nos diplomates et de leurs familles à l'extérieur du pays. Honorables députés nationaux et sénateurs, au cours de l'année 2021, notre coopération internationale a connu des avancées significatives avec nos divers partenaires de l'Amérique, de l'Asie et de l'Océanie. Les retombées de la redynamisation de notre diplomatie ne sont plus à démontrer, comme en témoignent plusieurs projets, accords et mémorandats d'entente que notre pays vient de conclure. Honorables députés nationaux et sénateurs, du 31 octobre au 12 novembre 2021, s'est tenue à Glasgow la 26e conférence sur les changements climatiques, la COP26. À cette occasion, j'ai hautement porté l'ambition de la République démocratique du Congo à assumer son leadership naturel comme pays solution face aux défis climatiques actuels. Je disais donc à cette occasion, j'ai hautement porté l'ambition de la République démocratique du Congo à assumer son leadership naturel comme pays solution face aux défis climatiques actuels en raison des ressources naturelles exceptionnelles dont elle regorge.
j'ai eu à rappeler qu'avec environ 52% des ressources en eau douce représentant 10% de celles du monde, en plus de ses forêts et de sa biodiversité, notre pays s'est résolument inscrit au cours de ses assises dans une perspective de matérialisation effective de son agenda. L'objectif n'était pas de vanter une fois de plus les potentialités naturelles de notre pays, mais plutôt de mettre le cap uniquement vers des actions à impact concret sur la vie de nos populations. À cet effet, j'ai clairement indiqué qu'il est impératif de concilier la conservation de nos forêts et de nos tourbières pour juguler la crise climatique avec notre engagement à combattre la pauvreté qui est l'une des causes majeures de la déforestation en Afrique. En effet, avant d'interdire aux Congolais vivant à Monkoto ou à Epoulou, pour ne citer que ces deux agglomérations, de pratiquer l'agriculture itinérante sur brûlis dans le but de subvenir aux besoins de leur famille, il est préférable de leur proposer au préalable des alternatives durables. Pour y parvenir, j'ai lancé de manière non équivoque un appel à l'action, au moyen des partenariats gagnant-gagnant, notamment avec les pays industrialisés, en vue de mobiliser des financements adéquats. En somme, la République démocratique du Congo ne fait que réclamer des compensations justes et équitables pour sa contribution avérée à la stabilisation du climat sur l'ensemble de la planète. La République démocratique du Congo prône par ma voix la mise en place de prix plus justes des crédits carbone qui devraient se situer autour de 100 $ américains en lieu et place de 5 $ pratiqués actuellement, qui sont disproportionnés et dérisoires. J'ai également parlé des forêts du bassin du Congo, dont la République démocratique du Congo détient plus de 60%, et qui représente actuellement le premier poumon de la planète. Notre démarche rappelle en urgence qu'en vue de préserver cet acquis naturel, il faut investir. C'est beau aussi. Dans la mise en place de projets de développement structurants au bénéfice des populations riveraines depuis longtemps défavorisées. La mobilisation tous azimuts obtenue autour de cette urgence constitue une étape cruciale dans la bonne direction. La conférence de Glasgow a été aussi une opportunité de mettre en évidence le fait que la République démocratique du Congo regorge de métaux stratégiques, en l'occurrence le cobalt et le lithium, qui sont indispensables à la transition énergétique. À cet effet, j'ai instruit le gouvernement d'accélérer la création d'une véritable chaîne de valeur dans ce secteur. La tenue du DRC Africa Business Forum procède par ailleurs de cette logique. Il s'est agi de promouvoir des investissements nécessaires pour valoriser l'immense mix énergétique de notre pays, constitué notamment de l'hydroélectricité, du solaire et de la biomasse. Honorables députés nationaux et sénateurs, l'intérêt suscité pour notre pays à Glasgow a permis d'obtenir d'importants résultats. D'abord, il y a la signature de la déclaration politique relative au second partenariat RDC, Initiative pour les forêts de l'Afrique centrale, CAFI en sigle,
pour un montant de 500 millions de dollars. Ensuite, il y a l'appui financier de 1,5 milliard de dollars de forêts et tourbières du bassin du Congo, activables à partir de 2022. Dans la même optique, des accords et partenariats bilatéraux portant sur des financements importants sont en cours de négociation avec des États et divers partenaires techniques et financiers dans le secteur de l'agriculture résiliente pour lutter contre la déforestation, améliorer les infrastructures et assurer le développement des peuples autochtones. Pour un meilleur suivi de ce dossier stratégique, j'ai instruit le gouvernement à accorder le bénéfice de l'urgence tant au processus de formalisation qu'à la mise en œuvre de ces partenariats. J'ai également demandé au gouvernement de s'assurer de manière permanente que le positionnement de la République démocratique du Congo comme pays solution à la crise climatique soit maintenu et consolidé aussi bien dans le cadre du suivi des recommandations de la COP26 que dans celui des préparatifs de la COP27 prévue en Égypte l'année prochaine. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, faudrait-il rappeler à nos souvenirs que dès ma prise de fonction, la République démocratique du Congo a renoué le contact avec le Fonds monétaire international pour pouvoir bénéficier des financements nécessaires en termes d'appui budgétaire et d'autres afin de soutenir les différentes réformes envisagées. La reprise de la coopération avec cette institution permet à la fois au pays de renforcer les capacités de l'État et de soutenir les activités productives en vue de la relance effective de la croissance économique et de l'éradication progressive de la pauvreté. Je me suis personnellement investi pour donner l'impulsion nécessaire à notre action diplomatique de mobilisation des ressources extérieures, ce qui a permis leur progression sensible en dépit de l'impact négatif de la pandémie de Covid-19. Ces contacts avec les partenaires au développement, notamment le Fonds monétaire international, ont abouti à la signature d'un accord permettant à la République démocratique du Congo d'accéder dans un premier temps, en 2020, au déboursement des 732 millions de dollars américains au titre de la facilité de crédit rapide ayant contribué au relèvement du niveau de nos réserves internationales. Par la suite, la République démocratique du Congo a conclu un accord triennal au titre de la facilité de crédit élargie pour un montant d'1,5 milliard de dollars américains. Ces appuis, honorables députés nationaux et sénateurs, ont permis à notre pays de soutenir son programme de réforme à moyen terme qui vise notamment le maintien de la stabilité macroéconomique, l'accroissement de la marge de manœuvre budgétaire ainsi que la promotion d'une croissance économique durable. Pour le seul exercice 2021, la République démocratique du Congo a bénéficié de la part de ses partenaires extérieurs multilatéraux des engagements de l'ordre de 4,5 milliards de dollars américains. Il s'agit là d'un niveau record jamais atteint dans l'histoire récente de notre pays. Dans cette même dynamique, je me suis rendu au cours de cette année successivement dans plusieurs pays du Moyen-Orient, du Proche-Orient ainsi qu'en Asie mineure, avec la ferme volonté de permettre au peuple congolais d'en retirer de substantiels dividendes dans les meilleurs délais. Je reste ainsi déterminé à faire davantage pour un aboutissement heureux de
toutes les profondes réformes engagées, notamment dans les secteurs de la justice, de l'éducation et de la santé, en vue d'un meilleur alignement de notre économie aux standards requis de performance. Ces différentes réalisations sont les résultats tangibles de notre intense action diplomatique. Il va sans dire que cette mobilisation des ressources extérieures devra se poursuivre l'année prochaine. Toutefois, le financement du développement de notre pays ne peut pas reposer uniquement sur les ressources extérieures. Aussi, ai-je instruit le gouvernement de réengager le pays vers d'autres réformes, devant contribuer sensiblement à l'amélioration de la mobilisation des recettes et à l'élargissement de l'assiette fiscale. Déjà, en 2021, la stricte observance de la discipline budgétaire nous a permis, pour la première fois de l'histoire de notre pays, d'atteindre et même de dépasser les assignations budgétaires. Et de même dépasser les assignations budgétaires, conduisant ainsi à des recettes additionnelles de plus de 2 milliards de dollars américains. Cette performance doit nous motiver pour continuer à mobiliser davantage nos recettes internes. De même, une meilleure gouvernance du secteur extractif devrait permettre à l'État de mobiliser davantage de ressources pour financer ces chantiers prioritaires tels que la gratuité de l'enseignement primaire et la couverture santé universelle. En ce qui concerne l'année 2022, la croissance du produit intérieur brut, qui a été évaluée à 5,6% dans le projet de loi des finances soumis à l'examen du Parlement, pourrait plutôt s'établir à 6,4% suivant les dernières estimations du Fonds monétaire international. Les principales sources de cette croissance sont dues aux performances attendues dans les secteurs des industries extractives, du transport, de la communication ainsi que dans celui du commerce. Honorables députés et sénateurs, je suis conscient que la situation sociale de nos compatriotes n'est pas reluisante. Beaucoup de ménages peinent à nouer les deux bouts du mois et n'ont pas accès aux services sociaux de base tels que l'eau, l'électricité, les soins de santé, les transports. Je disais que je suis conscient que la situation de nos compatriotes n'est pas reluisante. Beaucoup de ménages peinent à nouer les deux bouts du mois et n'ont pas accès aux services sociaux de base tels que l'eau, l'électricité, les soins de santé et les transports. Certes, au cours de l'année 2021, le gouvernement a pris un train de mesures
insuffisantes. Je demande donc au gouvernement d'accélérer la mise en œuvre de projets à impact rapide et visible. En effet, dans les secteurs de l'eau et de l'électricité, ainsi que de la santé, pour ne citer que cela, la plupart des projets en cours souffrent d'un manque de coordination et d'une faiblesse de pilotage. Ainsi par exemple, les centrales de Boussanga de 240 MW dans le Lualaba et de Mwandingusha de 32 MW dans le Haut-Katanga sont complètement achevées, mais toujours pas en activité. Que dire des 3 groupes thermiques de 800 kVA, chacun dans la ville de Kananga? La ville de Kisangani est restée 4 mois dans l'obscurité, alors que ce désagrément aurait pu être évité avec une meilleure gestion de la centrale de la côte. En ce qui concerne silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. En ce qui concerne la desserte en eau potable de la ville de Kinshasa, les usines de Lemba Imbu, d'une capacité de 35 000 m3 par jour, ainsi que de Mbiza Ozone, d'une capacité de 110 000 m3 par jour, connaissent des retards préjudiciables à la population. Ces dysfonctionnements sont inacceptables. J'interpelle ainsi tous les intervenants pour régler sans délai les problèmes et de livrer ces ouvrages pour améliorer les conditions de vie de la population. Honorables députés nationaux et sénateurs, la question des transports et des voies de communication est un défi permanent dont l'impact sur l'économie nationale et par ricochet sur les conditions de vie de nos compatriotes est indéniable. En matière de développement et des infrastructures, routières, les axes stratégiques sont les suivants. La réhabilitation des routes de desserte agricole existantes et la construction de nouvelles routes. La réhabilitation, le rétablissement du trafic par la réouverture du réseau de certains tronçons de route en terre battue, restés longtemps impraticables, et la protection et l'entretien de ces routes par la réinstauration du système de cantonnage manuel. En plus d'améliorer sensiblement le trafic urbain et interurbain, la réalisation de ces ouvrages devrait également permettre une meilleure connectivité entre nos différentes provinces.
Ces efforts d'amélioration des infrastructures routières sont déjà perceptibles à travers les projets suivants. 1. Il y a le bitumage de 86 km du tronçon de la route Kolwezi-Dilolo. 2. Il y a le bitumage du tronçon Boma-Mwanda. 3. Il y a le bitumage de 140 km entre Kasumbalesa et Sakania. 4. Il y a le bitumage du tronçon Chikapa-Kamwesha et la réhabilitation des infrastructures rurales connexes. 5. Il y a le bitumage de 56 km de tronçon du pont Loa-Chikapa. 6. Il y a la construction d'un nouveau pont long de 160 mètres sur la rivière Kasaï à Chikapa. Nous allons continuer ces efforts en 2022 et il est attendu le lancement des projets ci-après. La construction du port en eau profonde de Banana. Le bitumage de la route Kasomeno en République démocratique du Congo, Mwenda en Zambie, longue de 270 km. Le bitumage de 30 km de voirie dans la ville de Bukavu et celui de 100 km du tronçon Bukavu-Goma. Le bitumage de 748 km du tronçon Beni, Komanda, Nyanya, Kisangani. La réhabilitation de 80 km du tronçon Kassindi-Beni. La réhabilitation de 54 km du tronçon Beni-Butembo. La réhabilitation de 89 km du tronçon Bunagana-Rutshuru-Goma. La mise en service du bac pour la traversée entre Zongo et Bangui en République centrafricaine. Et enfin, le bitumage de la route Kalambambouji-Kananga-Mbujimaï. Enfin, dans le domaine du transport aérien, il faut souligner, la modernisation de la tour de contrôle de l'aéroport international de Goma, la modernisation des aéroports internationaux de Lubumbashi, de Kisangani et de Kolwezi, de même que la réhabilitation et le renforcement et l'extension des pistes et parkings dans plusieurs autres aéroports nationaux sont prévus, notamment celui de Ndolo. Honorables députés nationaux et sénateurs, nous disons souvent que Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo et nous avons raison. Il est temps de traduire cette affirmation en actes concrets en adoptant l'approche qui postule que tout développement devrait partir de la base vers le sommet. C'est d'ailleurs le sens même du système politique prévu dans la Constitution de 2006 qui prévoit un État unitaire fortement décentralisé. Dans ce système, le territoire est l'espace géographique qui permet la jonction entre le pouvoir central et les provinces. L'objectif étant d'améliorer les conditions de vie des populations rurales et d'accélérer le développement de notre pays. Voilà pourquoi il sera lancé en 2022 un ambitieux programme de développement du pays par la base à travers ces 145 territoires. Les prémices de ce vaste programme ont été déjà posées par le Premier ministre cette année. Les priorités retenues dans ce programme sont le désenclavement des territoires par la réhabilitation
de près de 9000 kilomètres et l'entretien de 30 000 kilomètres de routes de dessertes agricoles. L'amélioration de l'accès des communautés rurales à l'électricité, notamment par la construction de mini-centrales photovoltaïques. L'amélioration de l'accès à l'eau potable par la construction de forages et l'aménagement de sources. La construction d'infrastructures économiques rurales, notamment par l'équipement de 748 centres de santé, plus de 1200 écoles, ainsi que l'aménagement de marchés modernes. Et enfin, la restauration de l'autorité de l'État en commençant par la construction de bâtiments administratifs dans tous les 145 territoires. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, vous venez de suivre là les réponses aux divers points saillants autour de plusieurs questions essentielles qui touchent à la survie et à l'organisation de notre nation, en ce que celle-ci a de plus profond et de plus légitime. Le parcours de l'année 2021 avec ses différents faits relevés et les défis qu'ils impliquent, loin de nous affaiblir et de nous diviser, ont l'avantage de nous rappeler que nous avons un destin collectif à assumer pour l'épanouissement de la nation. Nos préoccupations demeurent fondamentalement celles d'apporter des réponses aux problèmes permanents liés au vécu quotidien de notre peuple, en vue de consolider le contrat social qui le lie à nous, ses représentants, appelés à défendre ses intérêts et à réaliser son bonheur. L'organisation de la cité telle que nous la préconisons doit assurer et garantir l'unité et l'intégrité du territoire national, instaurer la paix et assurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue de la République. À ce titre, c'est dans un État que nous voulons de droit, caractérisé par une justice distributive, que nous avons focalisé l'attention du gouvernement sur la prise en charge des problèmes que rencontrent nos concitoyens dans les divers secteurs de la vie pour leur trouver des réponses satisfaisantes. Ce travail de longue haleine nous contraint à revisiter toutes les structures sociales désuètes et à repenser comment notre pays peut rationnellement mettre du vin nouveau dans des outres neuves pour que le meilleur Congo de demain, que nous appelons de tous nos vœux, démarre du bon pied dans tous les secteurs de la vie nationale. Les vases communicants à instaurer dans ces secteurs n'auront pour finalité que l'épanouissement de la famille, l'intégration réelle et la cohésion des communautés dans le processus du développement attendu. Sur ces points, il convient de noter que nos déplacements à l'extérieur du pays ont considérablement permis d'améliorer l'image de marque de la République démocratique du Congo qui s'est ainsi ouverte au monde comme un lotus. Et nombreux sont ces pays qui ont décidé de sceller avec nous de solides partenariats gagnant-gagnant. Ouverte sur l'extérieur et en interne, avec toutes ces provinces interconnectées, la République démocratique du Congo, qui a aujourd'hui le vent en poupe, peut relever pour demain
plusieurs défis de sa reconstruction. Nous devons y croire fermement et nous y atteler urgemment. Ainsi, sa population paupérisée, ces princes déshérités d'hier, pourront bénéficier de toutes leurs richesses du sol et du sous-sol, transformées pour leur mieux-être. Tout en reconnaissant la vitalité de notre jeune démocratie et nos divergences, j'en appelle à notre conscience collective, dans la mesure où ce qui nous unit, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, est plus important que l'égoïsme de chacun et les dangereux clivages. Je disais donc que ce qui nous unit, la République démocratique du Congo, est plus important que l'égoïsme de chacun et les dangereux clivages tribalistes qui pourraient nous diviser. Renouvelons donc en chacun